Alors les déterminations du métier, moi je voudrais en poser 3. La première détermination du métier enseignant, c'est ce qu'on pourrait appeler la norme. Qu'est-ce que c'est que la norme? La norme, la règle, si vous voulez, les oui, normes, règles, les principes. Voilà. La norme, ce sont les principes. Les principes, en fait, c'est ce qu'on attend du métier. Hein, et ça marche pour tous les métiers, ce schéma-là. Hein. Tout métier est défini par une norme. On pourrait dire même que c'est un peu un idéal. Voilà. C'est ce qu'il y a dans les discours. Le métier enseignant, bon, bah, c'est quelque chose qu'on définit à travers des discours, et c'est un ensemble de principes. Ça doit servir à ceci, la société en attend cela, voilà, c'est ce qu'on attend des enseignants. C'est ce que ça doit être. Voilà, on est ici vraiment dans une question de principe, de finalité et d'idéal. Ça, c'est la première détermination. La deuxième détermination d'un métier, et donc du métier d'enseignant en particulier, c'est ce qu'on appellera le statut. Le statut, c'est une détermination extrêmement importante parce que c'est le cadre officiel dans lequel le métier se pratique. Ce statut, c'est en fait les moyens qu'on met à la disposition de l'enseignant. C'est pas ce qu'il doit être, mais c'est ce qu'il peut être. Voilà, la norme, c'est ce qu'il doit être, le statut, c'est ce qu'il peut être. Quels sont les moyens qu'on met à sa disposition? Quand je dis moyens, c'est pas forcément les moyens financiers, c'est même pas tellement ça au fond, c'est plutôt les moyens réglementaires. Alors, c'est là qu'on revient à l'idée de règles, mais là, ce ne sont plus les règles en termes de principe, ce sont les règles en termes juridiques du terme. Voilà, le métier enseignant, eh bien, il est encadré par un certain nombre de règles, par un cadre juridique et un cadre officiel qu'on peut résumer sous le nom de statut. Mais j'ajouterais à cette notion de statut, au-delà des moyens juridiques et réglementaires, j'ajouterais les repères coutumiers. Parce que le statut, c'est aussi un certain nombre d'habitudes, un certain nombre de coutumes qui, au fond, définissent et encadrent la pratique du métier de façon extrêmement déterminante. C'est encore une fois, ça fait partie des moyens. Les moyens, c'est ce qu'on reconnaît à l'enseignant comme étant ce qu'il peut faire, et ce qu'il doit faire aussi d'ailleurs. Il ne s'agit plus seulement ici de discours, il s'agit plutôt de ce qui est fait au quotidien, ce qui est reconnu, ce qui est communément accepté, et on est toujours dans ce que j'appellerais, moi, le statut. Donc le mot statut ici a un sens assez large. Et troisième détermination du métier, c'est l'action, évidemment. Le métier, c'est quelque chose qui se pratique, donc ici, ce n'est plus le cadre, c'est vraiment ce qu'on fait concrètement. Donc ce n'est plus ce qu'il doit être, ce n'est plus ce qu'il peut être, c'est ce qu'il est, visiblement, ou du moins ce qu'il paraît être, parce que l'action n'est en fait qu'une apparence. Mais derrière l'action, il y a des idées, c'est-à-dire il y a une norme, et il y a un cadre, c'est-à-dire un statut. Donc voilà, c'est ce qu'il doit être, ce qu'il peut être, ce qu'il paraît être, ce qu'on fait concrètement, ce qui apparaît, ce qui se voit. Et l'action, ça sera donc ce qui se pratique au quotidien et ce qui se pratique sur le terrain. Donc voilà une grille d'analyse, en quelque sorte, du métier enseignant. Et ce que je veux essayer d'interroger ici, c'est l'évolution de ces trois éléments, la norme, le statut et l'action. Alors on ne va pas les étudier séparément parce qu'on va voir que, en fait, ils s'influencent énormément l'un l'autre, mais qu'il paraît logique, je pense, que si on veut faire évoluer un métier, il faille faire évoluer en même temps la norme, le statut et l'action. C'est-à-dire qu'on sera bien dans son métier si les trois déterminations vont dans le même sens. C'est-à-dire si les discours sur le métier, la norme, correspondent au cadre dans lequel il se pratique et à ce qu'on fait sur le terrain au quotidien. Donc voilà, la norme, le statut et l'action doivent fonctionner ensemble, doivent être, sinon identiques, du moins
semblables et aller dans le même sens. Sinon, on se retrouve en situation de ce qu'on appelle une injonction paradoxale. Une injonction paradoxale, c'est lorsqu'on vous ordonne de faire quelque chose, on vous enjoint de faire quelque chose, mais en même temps, on vous empêche de le faire. On vous dit, faites ceci, mais je vous interdis de le faire. Donc une injonction paradoxale, c'est par exemple lorsqu'il y a une contradiction entre la norme et le statut. On vous dit, ah, vous devriez faire ceci, oui, mais en fait, le statut vous l'interdit. Et là, c'est extrêmement difficile parce que ça fait peser sur l'action une responsabilité énorme, c'est-à-dire d'essayer de compenser cette contradiction. Donc il y a une déperdition d'énergie gigantesque et c'est extrêmement déstabilisant pour le professionnel, l'injonction paradoxale. Donc voilà, je voudrais essayer d'évoquer un petit peu ces problèmes à travers l'évolution du métier enseignant, ce qui est possible, ce qui est souhaitable et ce qui est fait réellement. Alors, on va commencer pour ça par voir la laborieuse redéfinition du métier. Le métier est redéfini. Ici, on va parler peut-être plus de la norme que du statut et de l'action, mais en fait, vous allez voir qu'on va parler aussi du statut et de l'action. Mais le repère, ce sera d'abord la norme, c'est-à-dire la définition du métier. Là, on est vraiment sur les principes. La norme, elle évolue. Elle évolue, c'est incontestable. La norme du métier enseignant évolue, mais elle évolue très lentement. Alors, ici, je vais surtout prendre le cas des enseignants du second degré, parce que c'est là que les choses sont les plus flagrantes ou les plus visibles, les plus manifestes, même si ce que je dis peut aussi s'appliquer aux enseignants du premier degré, mais dans une moindre mesure. Donc on va prendre le cas le plus flagrant. Et il faut savoir que le statut des enseignants du second degré, vous voyez, je suis déjà sur le statut alors que je dis qu'on allait parler de la norme. Bon, comme quoi tout évolue ensemble et s'influence l'un l'autre. Le statut des enseignants du second degré a été défini en fait par un décret qui date de 1950. On l'appelle le décret de 1950 dans la profession, c'est connu, c'est vraiment un repère fondamental. Et ce décret de 1950, il définissait le service des enseignants du second degré. C'est le service qui est requis aujourd'hui des professeurs certifiés, puisque 1950, c'est l'année où on a mis en place le CAPES. On a inventé le concours du CAPES. Et donc, en inventant le concours du CAPES, eh bien, on a défini le service des enseignants du second degré. Et ce décret de 1950, en fait, il ne donne qu'une obligation claire, c'est un nombre d'heures de cours par semaine. Donc les enseignants certifiés doivent faire 18 heures de cours par semaine. Voilà. Bon, cette définition existe toujours. Ce qui m'interpelle, c'est quand même que ce décret a été publié avant la massification 1950. On est encore à moins de 10% d'une classe d'âge qui passe le bac. Et à ce moment-là, donc, on n'envisage pas encore officiellement cette massification et cette transformation de l'école qui s'est produite, ce que Louis Cros a appelé l'explosion scolaire. Non, on ne l'imagine pas encore, ou du moins, on n'en parle pas, on en parle très peu. Il y a eu le plan Langevin-Vallon qui a ouvert pas mal de pistes en 1947, mais ce plan, là, en 1950, il dort dans un tiroir au ministère, on ne le ressortira que dans les années 60 et encore, uniquement dans les débats politiques, mais jamais officiellement. Donc, en 1950, on est avant la massification, elle n'est pas d'actualité. Or, ce décret qui date de 1950, il est resté en vigueur, alors non pas jusqu'à aujourd'hui, mais jusqu'en 2014. Ça fait quand même 64 ans, si je compte bien, mais pas n'importe quel 64 années, 2 tiers de siècle, mais pas n'importe quel tiers de siècle. Ces 2 tiers de siècle qui se sont écoulés depuis le décret de 1950, c'est un moment pendant lequel l'école française a connu des transformations phénoménales. C'est tout ce que j'ai expliqué la semaine dernière autour de l'explosion scolaire.
mais enfin, l'explosion scolaire, pas seulement numérique, enfin, je ne reviens pas sur toutes les transformations quantitatives et qualitatives qui ont affecté l'école française. Eh bien, l'école s'est complètement transformée, le service des enseignants n'a pas bougé. Voilà, c'était toujours le décret de 1950. Et il a fallu attendre 2014 pour le remettre en question. Alors mieux vaut tard que jamais, bien sûr, mais enfin, un tel retard, je crois que ça pose question et que ça mérite qu'on s'interroge, et j'y reviendrai. Alors il y a eu une première tentative de remise en cause. C'est un document que vous avez dans le Polycope, que j'espère que vous avez téléchargé, qui est dans la Dropbox. C'est la circulaire de 1997. Alors je vous en mets des extraits parce qu'elle est assez longue. 1997, c'est quand même 47 ans après 1950. Hein, et c'est quand même, si on prend comme point de départ de la massification, même si en fait elle avait déjà commencé dans les années 50, mais enfin, comme reconnaissance officielle de la massification, le décret Berthoin et l'ordonnance Berthoin de 1959, en 97, on est quand même 48 ans après, non, 38 ans après, enfin bref, longtemps, hein, vous ferez le calcul. On est quand même longtemps après, et cette circulaire, alors qu'est-ce qu'elle dit ? Cette circulaire, elle explique que le rôle d'un enseignant, voilà, c'est de savoir construire des situations d'enseignement et d'apprentissage. Donc là, l'enseignant, il est dans sa classe, il est conscient de l'importance d'une cohérence éducative. Bon. L'enseignant, il doit savoir conduire sa classe. Donc là, on l'imagine effectivement dans sa classe, et on insiste, il est le maître d'œuvre de l'organisation, du suivi de l'apprentissage des élèves qui lui sont confiés. Il s'attache en permanence à leur faire comprendre le sens et la finalité. Il est capable d'identifier, d'analyser les difficultés d'apprentissage des élèves, de tirer le meilleur parti de leur réussite, leur apporter conseils et soutien, bon, etc., pour les rendre acteurs de leur progression. Bon. Et puis, on insiste aussi, enfin c'est moi qui insiste parce que j'ai retenu ce passage-là, à exercer sa responsabilité dans l'établissement. Là, on insiste bien, au milieu, vous voyez, on dit un professeur n'est pas seul. Au sein de la communauté scolaire, il est membre d'une ou plusieurs équipes pédagogiques et éducatives. Il est préparé à travailler en équipe et à conduire avec d'autres des actions et des projets. Il a le souci de confronter ses démarches dans une perspective d'harmonisation, de cohérence avec celle de ses collègues. D'ailleurs, c'était dit dans le premier, dans le carré vert, là en haut à gauche, on dit bien, donc conscient de l'importance d'une cohérence éducative résultant de pratiques convergentes au sein de l'équipe enseignante. Il confronte ses pratiques à celles de ses collègues dans le cadre de concertation. En fait, ici, on insiste beaucoup sur la nécessité pour l'enseignant de s'investir dans la vie de son établissement. L'enseignant travaille dans des équipes, l'enseignant est membre d'équipe. On valorise beaucoup le travail d'équipe, et l'enseignant agit non plus seulement à l'échelle de sa classe, même s'il agit à l'échelle de sa classe, hein, mais aussi à l'échelle de l'établissement. Les choses ne se limitent pas à son cours. Et ça, c'est un point qui n'est pas une nouveauté complète, mais dans les textes officiels, en 1997, c'est un peu une nouveauté, justement. Et il y a un autre aspect qui, là, est affirmé clairement, même si jusque-là, c'était déjà dit, mais pas aussi clairement, c'est l'importance de la responsabilité de l'enseignant de faire apprendre les élèves. Alors vous allez me dire, ici c'est un truisme, je ne fais qu'enfoncer des portes ouvertes. Pas tout à fait. On pourrait considérer, et on trouve encore aujourd'hui des livres qui défendent cette idée-là, mais bon, c'est en contradiction avec les textes officiels, hein, considérer que la responsabilité de l'enseignant, c'est d'exposer le savoir aux élèves. Voilà, il leur présente le savoir. D'ailleurs, l'enseignant, il est compétent pour cela, il a fait des études, il connaît le savoir, il le maîtrise, il sait comment faire ressortir l'essentiel. Bon, donc il est responsable de présenter le savoir aux élèves. Et puis, sur cette base, les élèves apprennent ou n'apprennent pas, mais là, ce n'est plus de sa responsabilité. On pourrait penser ça. Eh bien, la circulaire de 97 dit très clairement, il est capable d'identifier, d'analyser les difficultés d'apprentissage des élèves, là c'est en bas à gauche, de tirer le meilleur parti de leur réussite, de leur apporter conseil et soutien, avec le souci de les rendre acteurs de leur progression. Donc l'enseignant est aussi responsable de l'apprentissage des élèves. Il ne doit pas seulement enseigner, il doit aussi s'assurer que les élèves apprennent.